Alors souvent, on me dit: «Dis donc, elle est très pointilleuse». Oui, mais être très pointilleux et réfléchir, toute cette réflexion en amont, de prendre le temps de bien observer un chantier, ça c'est très important. Par exemple, pour des gros cabinets d'archi, il faut faire des échantillons de matière minérale. Et après, je leur dis: «Bon, mais attention, c'est quelle surface? C'est voué à quoi?» Je ne pourrais pas appliquer une matière sur un support en particulier. Par contre, je pourrais très bien le faire sur plein d'autres supports. En tout cas, Fanny, bienvenue. Merci d'être venue dans Secret d'Archi aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir. Pour la petite anecdote, tu es la première artiste que je reçois aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment une volonté aussi de Secret d'Archi, c'est d'inviter des architectes d'intérieur, des designers certes, mais aussi les artisans avec qui on travaille. Pour que vous puissiez nous expliquer votre métier, l'importance de ces métiers. Je trouve que l'artisanat français, il est fort et il est important de le conserver. Et donc, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais Oui, merci Julie, merci de m'inviter à participer à ce podcast Secret d'Archi. Donc, je m'appelle Fanny Chebriand. J'exerce le métier d'artiste peintre en décor. Et c'est un métier que je fais depuis plus de 25 ans. Voilà. Oui. Ça fait, ça commence à faire une belle expérience. Et j'ai en fait, comment c'est venu, moi j'ai grandi dans le sud de la France. Donc je suis née à Marseille et j'étais aussi on avait beaucoup de chance parce qu'on avait une maison dans le Luberon, donc au contact direct du calcaire, des calanques, des matériaux naturels. Et j'ai toujours été attirée par la pierre, la terre, la nature énormément. Et donc j'ai grandi au contact de toute cette beauté et de la lumière aussi, parce qu'à Marseille, c'est pas comme à Paris. La lumière joue un rôle vraiment très important et elle joue notamment sur les matériaux. Donc j'ai eu tout le loisir pendant mon enfance d'observer les bâtiments, les maisons, la nature. Comment t'es arrivée à ce métier-là T'as grandi dans une famille d'artistes ou pas forcément Alors, en fait, il y avait... Enfin, les artistes de ma famille, c'était des artistes de loisirs. Voilà, c'était pas leur métier. Mais mon père était quelqu'un qui était très intéressé par l'art, par la construction. Lui, il travaillait dans l'immobilier. À un moment, il a fait de la promotion. Lui, il finançait la construction d'immeubles. Il m'emmenait sur ses chantiers. Il était aussi très féru d'art contemporain. Donc, grâce à lui, j'ai eu l'occasion à plein de reprises de pouvoir accéder à des galeries, de voir beaucoup d'expos, de rencontrer des artistes, puisqu'il connaissait beaucoup d'artistes et aussi beaucoup d'artisans d'art. Il était passionné par les livres, donc il m'a fait rencontrer des relieurs. Et donc, tu as quand même baigné dans cet univers. J'ai quand même baigné, grâce à lui, dans cet univers. Grâce à mon parrain aussi, qui avait un atelier de restauration d'œuvres, de peinture italienne de la Renaissance. Donc, moi, c'était mon chemin d'écolière. Lorsque je sortais du collège, je passais régulièrement à son atelier. J'y passais des heures. Donc, j'étais vraiment... Je m'imprégnais de cette ambiance... avec l'odeur de la peinture à l'huile, je le regardais travailler sur ses œuvres. Il avait également une galerie qui était contiguë à son atelier. Et j'ai passé énormément de temps. Donc j'ai eu beaucoup de chance, finalement, de pouvoir
participer à regarder, à les regarder travailler dans ce domaine-là. Et mon grand-père également avait aussi, lui, dans sa maison, un atelier de menuiserie. Donc je connaissais l'atelier par cœur, je connaissais chaque outil, chaque tiroir, chaque recoin de l'atelier c'était un lieu extraordinaire, magique, où j'allais régulièrement me recueillir comme une petite souris. Et ça me passionnait, moi. J'étais toujours très intéressée par ce domaine d'artisan, par le bricolage aussi. J'aimais beaucoup bricoler. Je faisais le plan de ma chambre régulièrement. Enfin, j'ai énormément chamboulé les meubles. Je n'avais pas beaucoup de meubles, mais je passais ma vie à reconsidérer l'espace de ma chambre. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et je ne me suis pas orientée tout de suite vers la peinture déco. En fait, j'ai d'abord entrepris de faire des études en histoire de l'art. Donc, j'ai commencé par faire mes études à Aix-en-Provence. Et puis, j'ai poursuivi à Paris, donc à la Sorbonne, dans ce bâtiment qui est l'Institut d'art rue Michelet, qui est un bâtiment en briques magnifique. Et puis là, j'ai quand même eu un moment de doute lorsque je préparais ma maîtrise en histoire de l'art. Je ne me voyais pas terminer dans le patrimoine ni dans les musées. J'avais envie de faire un travail manuel. J'ai toujours pris des cours de dessin parallèlement. J'avais envie de prendre des pinceaux, de faire quelque chose de mes mains. D'être de l'autre côté, quoi. D'être de l'autre côté. C'est vrai que quelque part, je rêvais... mais j'avais envie de tout faire. J'avais envie de faire archi, j'avais envie de faire les arts déco. J'étais aussi très attirée par la restauration d'objets d'art. Mais je ne pouvais pas faire tout ça. C'était pas possible. Je ne pouvais pas faire une vie d'étudiant ad vitam aeternam. C'était, évidemment pas envisageable. Et j'ai un ami d'enfance qui m'a parlé d'une école qu'il avait faite, lui, et lui-même, il avait commencé à faire des chantiers, à travailler sur des chantiers de peinture déco. Et cette école, c'était l'IPEDEC. Donc, c'était une école de peinture décorative de Paris, qui était basée à l'école à Pantin. Et donc, je me suis inscrite et j'ai fait la formation. C'est une formation qui a duré 7 mois. Ah oui. Très intense. On travaillait énormément. Et donc, on apprenait dans cette école à réaliser toutes les fausses matières. Donc, le faux bois, faux marbre, trompe-l'œil, l'ornementation, un petit peu de dorure, un peu d'enduit décoratif, mais très peu. C'était pas encore très connu à l'époque. Et donc, j'ai fait cette formation. Et là, vraiment, j'étais dans mon élément. Là, vraiment, j'ai compris que c'était ce que je voulais faire. Et heureusement, c'était quand même assez tôt dans ma vie professionnelle. Et le bagage d'histoire de l'art m'a beaucoup aidée. Parce que c'est vrai qu'à l'école, j'étais un peu l'élément à part. On apprenait les techniques et puis on finalisait toujours l'apprentissage de ces techniques par un panneau décoratif sur lequel, donc, il y avait un panotage d'ornementation dans un style très particulier. Ça avait tendance un peu à mélanger tous les styles. Moi, j'avais appris les styles, donc je connaissais, je savais ce qui pouvait se faire. Donc, j'avais tendance un peu je modifiais une moulure. Ils me laissaient faire, ils étaient assez tolérants. Et même pour le concours de l'école, donc il fallait faire un panneau avec un règlement très strict de toutes les matières qu'on avait apprises. Et moi, j'ai fait un panneau un peu hors sujet. Ok. Mais j'ai quand même réussi et j'ai eu mon diplôme. Et bon, ils n'étaient pas très contents. Est-ce que tu as fait quoi? J'ai fait, en fait... il fallait faire vraiment... la direction du panneau, c'était tellement classique. Et moi, j'étais pas classique.
Donc j'ai fait en fait un portrait en grisaille de la justice avec un portrait vraiment dans des gris noirs et blancs avec un personnage aux yeux bandés, une patine qui prenait vraiment toute la place du panneau. Et en fait, j'ai fait un paravent. C'est-à-dire, j'ai transformé mon panneau en quelque chose qui ne serait pas simplement un panneau. Je voulais aussi que ça serve, que ce soit un peu, voilà, au-delà d'être décoratif, que j'en ai de l'utilité. Et après, j'ai effectivement fait quand même un petit peu de faux bois. J'ai intégré un petit peu de faux marbre, mais j'ai fait quelque chose de plus à mon image, qui me correspondait, qui était beaucoup plus personnel en fait, qui n'était pas académique, mais qui finalement a plu, parce que c'était original, voilà. Mais personne n'avait fait de paravent où on avait eu cette idée-là. Et je l'ai toujours d'ailleurs, ce paravent. Ah, ok. Oui, je l'ai conservé. C'est vrai que les formations, comme je dis, très académiques, souvent les sujets qu'on nous donne, ils sont pas transcendants. Moi, je le vois avec mon école, j'ai rendu mon examen. Et le prof, il dit, ah oui, très beau, c'est vraiment très bien. Le concept d'éco, il est vraiment chouette et tout. Mais hors sujet. Ouais. Et tu te dis, bon, bah... ok. Mais et oui, en fait, mais c'est bien d'être c'est hors sujet en frustrant même temps. parce que du coup, c'est ça, t'as envie de mettre de ta personne, surtout que c'est des métiers qui sont très artistiques et qui sont quand même très liés à la personne, du coup, Oui, forcément. Tout à fait. Et l'école, je trouve, ils ont du mal encore à se dire, faut laisser s'exprimer les élèves, quoi. Tout à fait. Une école, ça reste très scolaire. Bah ouais. Il faut rentrer dans le cadre, il faut rentrer dans le moule. Et moi, c'est vrai que, en fait, je suis quelqu'un, j'ai toujours été extrêmement libre. Et bon, c'est dans ma nature. Et je suis toujours sortie du cadre. Quand il y avait un uniforme, je n'étais jamais en uniforme. Lorsqu'il y avait, c'est impossible en fait pour moi. Je dois absolument. Alors, c'est pas une question de me démarquer forcément, mais ça doit me correspondre en fait. Et c'est cette liberté que j'ai, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier, parce que c'est un métier qui me permet de rester libre. Je ne suis pas salariée, je suis indépendante à mon compte, et personne ne m'oblige à faire ce que je ne veux pas faire. Et ça, c'est absolument, c'est exceptionnel finalement dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où nous sommes dans des contraintes incroyables. C'est très difficile d'exercer son métier avec cette forme de liberté. Aujourd'hui, ça relève de l'exploit finalement. Ouais. Et comment tu collabores du coup avec les architectes d'intérieur et les décorateurs d'intérieur Alors, il y a plein de profils différents. D'abord parce que je fais des choses assez différentes. Les clients que j'ai sont soit des archis DPLG, donc des archis purs, soit des architectes d'intérieur, soit des décoratrices et des décorateurs d'intérieur. Sinon aussi, je travaille aussi pour des photographes, pour faire des fonds photos, des scénographes, beaucoup moins, mais ça peut m'arriver encore. Le théâtre, très peu, j'ai très peu touché, mais j'ai collaboré aussi pour des spectacles de théâtre. Donc, à chaque fois, c'est un travail différent. Bon, avec les architectes, les DPLG, c'est souvent très carré, très planifié. Voilà, on a des plans, on doit faire, là, sur ce mur-là, ou cette pièce-là, un décor, un enduit décoratif. Ils ont des images ou des images d'intention. Et j'applique, je monte une équipe. Souvent, je monte des équipes donc de personnes indépendantes comme moi. Je n'ai pas de salariés. Je ne travaille qu'avec des indépendants. Et en fonction du travail que j'ai à faire, de la spécificité, je vais choisir telle ou telle personne qui a ce profil-là, justement très spécifique. Et hop, on monte l'équipe. Et dans le planning, on
on se grève sur le planning et on fait au moment où on applique la matière. Après, pour ce qui est les architectes d'intérieur, les décorateurs et les décoratrices, souvent, la plupart du temps, on travaille en amont, donc ils ont un mood board, hein, et grâce à ce mood board, on a donc tout ce qui est textile, rideaux, mobilier, et donc les couleurs, les matières. Et en fonction de tout ça, en fait, on va les accompagner et trouver les matières, les décors qui vont se marier le mieux avec cet univers qu'ils ont conçu. D'accord. Ah oui, donc ils viennent pas forcément avec une idée bien précise de ce qu'ils veulent. C'est plus ils savent qu'ils ont besoin de revêtements, muraux ou autres, mais sans une texture ou un matériau précis en tête. Ça se construit avec toi. Ça dépend. D'accord. Parfois, ils n'ont pas d'idée précise parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance précise du spectre des possibilités des décors que l'on peut faire. Et parfois, ils ont vraiment des idées très précises avec des images d'intention, même des échantillons d'autres ateliers, des concurrents. Ça arrive, qu'ils apportent. Donc à dupliquer, à copier. Et c'est quoi l'intérêt Alors, moi, dans ces cas-là, ça ne m'intéresse pas de copier ce que font les autres. Je veux dire, si ces gens-là font ça très bien, autant aller directement les voir. Ça. Pourquoi, du coup, voilà. Par contre, je peux m'inspirer, ça peut être une source d'inspiration pour faire des matières dans cet esprit-là. Voilà. Mais dupliquer, ça m'est arrivé beaucoup. Ça m'est arrivé souvent. Et pourquoi ils viennent te voir, du coup, plutôt que d'aller dans l'autre atelier? C'est une question de tarif, c'est souvent une question de budget. D'accord, ok. C'est souvent une question aussi de... ils ont déjà travaillé avec ces ateliers-là, ils ne veulent plus travailler avec eux pour différentes raisons. Ouais. C'est de même qu'ils font la même chose avec moi, c'est-à-dire que moi je fais des échantillons pour des archis ou des décos qu'ils conservent dans leur matériothèque, et je sais que ces échantillons se retrouvent sur d'autres projets et que d'autres personnes, donc mes concurrents directs, dupliquent. Bon, ben, c'est terrible ça, parce que ça reste des métiers très artistiques, et donc il y a quand même une notion plus ou moins de propriété, quoi. Oui, en principe, mais vraiment, alors il y a vraiment des personnes qui n'ont pas surprenant, aucun respect de cette idée-là et qui ne jouent pas les règles, en fait. Et ça arrive très souvent. Heureusement, pas tout le temps, mais... Après, il y a souvent plusieurs façons de faire. Enfin, c'est comme en cuisine, hein, on peut faire un plat avec plein de recettes différentes. Moi, souvent, je compare mon métier à la cuisine. Et donc, lorsqu'on m'apporte un échantillon, est-ce que tu peux faire ça? Je fais non, alors je ne vais pas te faire ça. Mais par contre, je peux te faire quelque chose qui ressemble à ça. Et avec les matériaux que j'utilise moi. Mais ça ne sera pas exactement ça. Voilà. Et justement, tu disais souvent par méconnaissance du métier, de toutes les possibilités qui existent, les architectes, ils te demandent conseil. Et donc justement, quelles sont toutes ces possibilités qu'offre ton métier qui reviennent souvent dans ce que tu fais? Comment ça? Tu vois, par exemple, tu me disais, parfois il y en a, ils viennent avec une idée bien précise de ce qu'ils veulent, sur quel objet ou quelle surface, et avec un matériau bien précis en tête. Et il y en a d'autres, par méconnaissance, ils te font confiance parce qu'ils ne savent pas trop ce qui est possible de faire avec la peinture, tu vois. Et donc, justement, quelles sont toutes ces possibilités-là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ton métier? Tu vois, par exemple... on en parlait en off, ce que je trouve impressionnant, c'est que le deuxième échantillon, tu me disais, en fait,
On peut l'utiliser pour un îlot central qui, tout de suite, après, il a l'air... on a l'impression qu'il est en métal. Enfin, tu vois, c'est impressionnant. Oui. Alors, ta question est très intéressante parce que souvent, les archis, mes clients demandent... voilà, j'aimerais une matière comme ci, comme ça, une matière métallique ou une matière minérale ou une patine... Mais ils ne me disent pas sur ni le support, ni quel est l'espace, quelle est la superficie, où. Enfin, ils ne me disent rien. Donc, je n'ai parfois aucune info. Il faut faire, par exemple, pour des gros cabinets d'archi, il faut faire des échantillons de matière minérale. OK, je fais des échantillons. Et après, une série d'échantillons en fonction de ce qu'ils veulent. Et après, je leur dis, bon, mais... attention, c'est quelle surface? C'est voué à quoi? Parce que en fonction, ça ne va pas marcher. Si c'est pour une salle de bain, si c'est pour un mur qui fait 7 mètres de haut, est-ce que c'est une pièce arrondie? Est-ce que c'est du mobilier? Est-ce que c'est... Parce que chaque poste, enfin chaque support est important. Je ne pourrais pas appliquer une matière sur un support en particulier. Par contre, je pourrais très bien le faire sous plein d'autres supports. Et donc, techniquement, je peux faire beaucoup de choses, mais parfois, c'est impossible. Donc, il faut absolument que je connaisse tous les détails, le contexte du chantier. Un exemple, un restaurant. Je fais beaucoup d'éco de restaurants. Les restaurants... Moi, je dois arriver à un moment précis. Normalement, j'arrive toujours à la fin du chantier, lorsque on est hors poussière, qu'ils ont fait tout le bâti, etc. Sauf que dans les restaurants, très souvent, évidemment, il y a un moment, le mobilier va arriver. Et le mobilier est fixe, très souvent. Or, si j'ai tout le plafond à décorer, donc je dois prendre 1 ou 2 échafaudages roulants. S'ils ont fixé le mobilier au sol, je ne pourrai pas circuler. Donc, je vais devoir arriver à un moment précis où le mobilier ne sera pas encore là, mais il faudra qu'il le pose juste après, etc. Donc, ça implique un planning très précis. Et ça, je dois, en amont, anticiper sur chaque détail, qu'il soit dans le domaine de l'électricité, du mobilier, de la préparation des supports, du sol, du parquet, qu'est-ce qu'on va mettre? La moquette? Non, je ne travaille pas sur la moquette, parce que s'ils me mettent une moquette qui coûte très cher, parce que moi, même avec la protection, ça ne marche pas sur la moquette, parce que une moquette, les scotch ne collent pas, par exemple. Donc, il y a toujours un moment où la peinture risque de tacher. Donc, je travaille toujours avant la moquette. Mais tout ça, les archis ne le savent pas forcément, ou ne le prennent pas en compte parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Et comment ça se passe du coup quand ils collaborent avec toi, une fois que le projet est validé, etc., et qu'on passe à la phase chantier? Oui. Justement, toi, tu leur dis, je travaille pas si le mobilier est posé, s'il y a de la moquette, etc. Ou, comment ça se passe? Alors, comme c'est une collaboration avec tous les autres corps d'État, donc heureusement, il y a les réunions de chantier. Ouais. Et je participe aux réunions de chantier, même si j'ai juste un mur, parfois. Ouais. Mais je participe au suivi. Ça me permet de pouvoir prévenir sur attention, où va être la prise, le truc, le machin, le parquetteur, quand est-ce qu'il passe? Moi, je passe après. Est-ce qu'il aura bien protégé ses ouvrages? Et donc, ça me permet d'anticiper au fur et à mesure, de dire, voilà, je pourrais intervenir à ce moment-là. Ce n'est jamais le moment idéal pour moi, parce que ça n'existe plus sur les chantiers. Donc, je sais que j'aurai quand même un petit peu de poussière, etc. Mais de mettre toutes les chances de notre côté, du côté pour tous les artisans et pour les architectes et le client, pour que les choses soient faites, soient réalisées dans les meilleures conditions possibles. Et donc, ça va jusque dans le moindre détail. Et c'est pour ça que, oui, je participe aux réunions de chantier. Voilà, après, ça se passe par des mails sur lesquels je précise bien
toujours en amont, dans les moindres détails. Alors souvent, on me dit ah oui, bon, dis donc, elle est très pointilleuse. Oui, mais être très pointilleux et réfléchir, toute cette réflexion en amont, de prendre le temps de bien observer un chantier, ça c'est très important. Moi, j'observe tout quand je vais sur site. Ça permet de perdre beaucoup moins de temps par la suite. Ça permet que les choses soient très claires, qu'on ait dit, qu'on ait validé les choses et qu'il n'y ait pas de surprise, pas de mauvaise surprise. Il y en a toujours des surprises. C'est fait partie du jeu. Il y aura toujours un plan, un moment qui aura été soit modifié, soit mal lu, soit voilà. Et on change, je sais pas, un éclairage au dernier moment. Il se trouve que cet éclairage, ça va être un trou dans le plafond que je dois décorer, donc ça va faire un raccord alors que tout était prêt. Ouais, ça arrive tout le temps. Tout le temps. Donc moi, je regarde même non seulement là où je vais travailler, mais aussi tout autour. C'est-à-dire, je vois tout de suite si quelque chose n'est pas centré au niveau d'un mur ou d'un plafond, qui est un élément qui est à côté du décor que je vais devoir faire. Je pose la question. C'est pas centré, est-ce que c'est normal? Ah bah non, personne n'avait vu. Non, c'est pas normal. Ah bah il faut refaire. Donc, parce qu'une fois que t'es passé, parce qu'après, c'est trop tard. Bah ouais. Et justement, c'est quoi le projet le plus impressionnant sur lequel tu aies pu travailler en déco ou archi d'intérieur Alors, où vraiment ça a transformé toute la pièce et ça t'a marqué. Il y en a eu beaucoup. Après, c'est vrai que, alors, il faut savoir que comme on travaille essentiellement pour le luxe, c'est graduel. À chaque fois, on se dit, là, c'était vraiment incroyable. Et en fait, à chaque fois, c'est de plus en plus incroyable. Et alors, il y a un moment, on est un peu blasé, pardon. Ah bah, je comprends quand tu vois tous les jours après. Et moi, c'est assez... Alors, je reste quelqu'un de très simple. Enfin, je reste très humble dans mon travail, très simple. Et ce n'est pas parce que je vais être dans un monument, même j'ai travaillé dans les palaces parisiens. Je veux pas dire que rien ne m'impressionne, c'est pas ça. Mais en fait, je suis tellement obsédée par l'idée de faire mon travail sérieusement et précisément, et que j'avoue que je ne regarde plus. Enfin, si, je suis impressionnée, mais sans plus. Et après. Et ceux qui t'ont quand même marqué. Mais quand même, j'ai adoré, notamment justement pour en revenir au palace. À un moment, je travaillais beaucoup la nuit au Bristol. Okay. Des équipes de nuit, parce qu'en fait, au Bristol, ils refont régulièrement les chambres, les suites, et ils font ça la nuit, parce que nous, on fait pas de bruit. Et donc, le jour, il y avait les travaux de jour où les gens peuvent se permettre de faire un peu de bruit, ça va, mais la nuit, donc on arrivait le soir, vers 10h, et on travaillait toute la nuit, on refaisait les suites, on redécorait, voilà, on reprenait les décors. C'est un peu de la restauration, hein, et donc il y avait toute cette ambiance où tout le personnel qui travaillait de nuit dans le Bristol. Quand je dis le personnel, c'est celui qui nettoie tous les lustres en cristal avec son plumeau, avec le chat. À l'époque, il y avait le chat iconique du Bristol qui s'appelait Chambolon, je crois. Qui se baladait partout dans l'hôtel et à pas feutrer. Et une ambiance de vie, de travail, de nuit sans bruit. Et j'adorais. J'adorais avec les gens les clients hein, qui rentraient la nuit. Il y avait toute cette ambiance que vraiment j'appréciais beaucoup. Et j'avais l'impression de participer à un monde nocturne qui fait pas de bruit et qui fait de la magie.
Voilà, c'est une sorte de baguette magique. Hop, on a redécoré la pièce et tout ça sans bruit, sans que personne se rende compte de quoi que ce soit. Et on repart par les coulisses. C'est intéressant, on ça. passe par l'entrée des artistes, on ressort par la sortie des artistes. Et c'était ni vraiment... vu ni connu. Ni vu ni connu. Ça, c'est assez magique. Et le dernier chantier qui m'a vraiment impressionnée, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Bon, là, j'ai juste... en fait, on a fait... c'était pour une cheminée dans un riad à Marrakech. Ok. Et c'est une grande cheminée, c'est une œuvre d'art contemporain, en fait, cette cheminée. C'était un élément principal dans un salon d'été ouvert et qui fait 5 mètres de haut et qui est faite de facettes réalisées par des artisans du Sud à Toulon et en métal et qu'on a décoré donc avec de la feuille de cuivre et des patines. Feuille de cuivre, c'est la même technique que sur le troisième, c'est ça? Le troisième texturé, ouais, voilà. C'est marrant parce de loin, on pourrait penser que c'est de l'or. Oui, en fait, la feuille de cuivre imite très bien l'or. Oui, pour un prix, je suppose, moindre quand même. Quoi. Oui, beaucoup moindre, parce que l'or est actuellement vraiment tellement augmenté. C'est assez inaccessible. Avant, on pouvait, mais à part les doreurs, actuellement, c'est... Oui, toi, tu travailles l'or ou non Oui, ça m'arrive de travailler l'or, mais vraiment sur de tout petits éléments. Et les archis ou déco avec qui tu travailles, est-ce qu'il y a des demandes qui reviennent souvent avec des tendances où ils te disent, je sais pas, des tendances des fois annuelles où tu as beaucoup d'archis qui vont te demander des imitations de marbre, des imitations de métal Alors oui, il y a des modes. Ouais, il y a des modes. Effectivement, c'est vrai que là, en ce moment, je fais beaucoup de feuilles d'alu ou de cuivre patiné avec texture ou sans. J'ai pas mal de demandes actuellement là-dessus. L'enduit à la chaux aussi revient vraiment beaucoup parce que c'est un enduit naturel c'est un enduit écologique. Et donc, heureusement, les archis et les décorateurs sont sensibles à ça et de plus en plus sensibles à ça. Notamment les archis pour lesquels j'ai fait cette cheminée à Marrakech, qui sont des architectes avec lesquels je collabore depuis très longtemps, qui sont très fidèles et qui font qui ont des chantiers magnifiques, très épurés. C'est Studio Chaos. Carl et Olivier de Studio Chaos. Moi, j'adore leur projet. Et qui sont très, très, très sensibles à l'écologie. Et justement, pour revenir à ce chantier de Marrakech, qui est sublime, cette maison qu'ils ont faite toute en briques et pierre, mais ils ont utilisé vraiment l'artisanat local et ils font un chef-d'œuvre en utilisant la brique sous toutes ses formes extraordinaires. Et donc, eux, ils sont très portés sur l'enduit, les enduits à la chaux, sous toutes ses formes. Après, les autres, actuellement, oui, c'est ça, hein, c'est la feuille de cuivre, les textures patinées avec la feuille, les enduits à la chaux. C'est vrai que la feuille de cuivre, même, c'est vrai qu'on voit que la tendance revient, ne serait-ce que dans les boutiques de luxe. Oui. Ils utilisent beaucoup. J'ai vu une boutique Cartier. Je crois que c'était. Alors, je sais pas si c'était de la feuille d'or ou de cuivre, mais bon, en tout cas, c'était un style comme ça. Les deux, chez Cartier, les deux. J'ai pas mal bossé aussi pour les boutiques de luxe. J'en ai fait une dernièrement à Nice. Oui. Alors bon, les boutiques de luxe, elles sont drivées. Je veux dire, la personne qui fait les choix décoratifs, c'est Peter Marino pour toutes ses boutiques. Et donc pour la boutique de Nice. Alors entre autres, Nice, là, en l'occurrence, c'était Chanel, mais Chanel, Dior, LVMH. Cartier, je ne sais plus, sans doute aussi. Je voudrais pas dire de bêtises.
Et toutes ces textures matiérées, puis recouvertes de cuivre, d'alu, c'est génial parce que nous, ça nous permet d'approfondir les matières, de renouveler sans cesse les matières parce qu'il y a toujours des nouvelles demandes. Et dans ces boutiques-là, notamment, ce sont souvent des textures qui se rapprochent des textiles qui eux-mêmes utilisent dans leur dans leur style d'habit. Et donc il y a un rapport d'échange entre les textures qui servent de support à tous ces habits, ces accessoires de luxe. Très chouette. Et les boutiques, c'est vrai que les boutiques, c'est magique aussi. Alors là, par contre, ce sont des challenges, ces chantiers. Il faut faire appliquer les matières dans un temps record, dans des conditions souvent abominables. Ah oui. On est tous ensemble. Là, il faut vraiment... il faut être hyper patient, collaborer, complètement s'entendre avec tous les métiers pour pouvoir travailler ensemble... sans abîmer nos ouvrages, leurs ouvrages. Donc ça demande beaucoup de qualité. Ouais. Ouais. Il y a une certaine pression. Énormément de pression. Ce sont des boutiques qui doivent vite ouvrir aussi. Ouais. C'est beaucoup d'argent qui est en jeu. Et alors c'est magique, hein, parce qu'après, on est encore là aux dernières heures à retoucher les choses, à dépoussiérer. Et hop, la boutique ouvre, hop, ils installent tous leurs éléments. Et à partir de là, un coup de baguette magique, la boutique ouvre et les clients rentrent. C'est incroyable. Ah oui, nous, en tant que clients, on s'en rend pas compte. Sans imaginer du tout que c'était Beyrouth, je veux dire, une semaine avant, parce que c'est vraiment ça. Ouais. C'est incroyable le bazar que c'est ces boutiques. Mais c'est intéressant. Après, bon, c'est épuisant. Ce sont des chantiers épuisants. Moi, j'en ai fait énormément parce que dans mon métier aussi. Je ne travaille pas seulement en indépendant avec les archives pour lesquelles je travaille, etc. Je travaille aussi en collaboration pour d'autres ateliers, où j'intègre des équipes et sur lesquels donc nous agissons ensemble pour travailler sur ces projets de boutiques de luxe. Donc c'est encore une autre partie de mon travail. Et tu travailles principalement avec quelles archives vu que tu es sur des projets qui sont quand même luxueux, tu dois être quand même très ciblée dans les architectes d'intérieur ou décoratrices avec qui tu travailles. Alors j'ai travaillé avec énormément d'archives. Les plus fidèles, ceux avec lesquels j'adore travailler, c'est Studio Chaos, Fanny Perrier, Studio Perrier, qui est une femme extraordinaire. Nous travaillons ensemble depuis longtemps. Ses projets sont vraiment à son image, très élégants, des univers très riches. Fanny, alors elle, pour le coup, est très organisée. Les plannings sont faits à l'avance. Et puis riche en idées. J'adore collaborer avec elle. C'est génial. Après, ça, ce sont vraiment les deux personnes avec lesquelles je collabore régulièrement. Il y a Amélie Vermersch aussi, évidemment. Ah oui. Qui a des projets très pointus. Ces projets sont très beaux. Et puis, alors, Amélie, comme Fanny, hein, et comme Carl et Olivier, ils ont la connaissance vraiment très pointue du travail des artisans d'art. Ouais. Donc, ils savent, Ils savent quelles sont les contraintes dans lesquelles avec lesquelles nous devons nous travailler. Et c'est très agréable de travailler avec ces gens-là qui ont cette connaissance, parce que sans ça, on perd énormément de temps. Ouais. Donc, et quand tu disais, il
ils ont la connaissance du métier et des contraintes. C'est quoi les principales contraintes qu'on doit avoir en tête si on est archi d'intérieur ou décoratrice d'intérieur, si on veut travailler avec toi ou quelqu'un de ton métier? Voilà. Alors, les contraintes, c'est vraiment la qualité des supports. La mise en place des supports, c'est-à-dire que la qualité du décor dépend de la qualité de mise en œuvre. Si la mise en œuvre est mal faite, le décor va en pâtir de ça. Parce que toi, tu arrives après, par exemple, si je vois la rénovation complète d'un appart, tu arrives une fois que forcément le placo est posé, l'enduit, il faut que ça soit parfait, c'est ça? Oui. Moi, il m'arrive de refuser régulièrement des supports, ce qui est très désagréable, mais je ne vais pas appliquer des décors sur des supports qui ne sont pas prêts, qui pour moi ne sont pas prêts. Bon, en plus, moi, j'ai la connaissance des supports parce que lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai appris les deux. C'est-à-dire, j'ai appris la peinture bâtiment et le décor. D'accord. Donc, j'ai vraiment fait les deux. Donc, du coup, je ne ferai jamais de décor sur un support qui est mal préparé. Et c'est quoi le meilleur support quand on veut faire du revêtement décoratif? Alors, le meilleur, idéalement, c'est vraiment surtout pour les enduits, en particulier pour les enduits à la chaux, c'est le dur, c'est-à-dire le béton, que ce soit le béton, plâtre, briques. J'ai même fait faire parfois des murs en briques par des architectes qui voulaient mettre du placo. Je fais non, pas de placo. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on peut? Est-ce que quelqu'un sait encore travailler la brique ici? C'est ce que j'allais te dire. Dans beaucoup de chantiers aujourd'hui, on te met du BA13. C'est ça. Donc, Bon, alors les boutiques, évidemment, c'est placo. Il faut que ça aille vite. Placo. Mais quel dommage. Après, les boutiques de luxe, c'est différent. Mais lorsqu'il s'agit d'un intérieur, d'un particulier, je veux dire, c'est important. Il va vivre dedans, c'est son intérieur, c'est son projet, parfois son projet de vie. Pas toujours, parce qu'on a des clients, évidemment, ils ont une maison aussi, une maison là, enfin une maison partout. Ils y passent une semaine par an. Là, c'est une autre sorte de client. Mais un client lambda, un particulier qui se fait faire sa maison par un décorateur, un architecte, il faut que ce soit pérenne, il faut que ça dure dans le temps. C'est comme un objet qu'on choisit où on n'a pas envie de le jeter 2 ans après, quoi. Je veux dire, on veut en prendre soin, on veut le conserver, on veut pouvoir le regarder longtemps et l'apprécier. Et donc, pour moi, c'est la même chose. Je préfère travailler sur des murs durs, solides, et que quand je toque mon enduit, quand je le touche, que ça fasse pas creux, que ça sonne pas creux. C'est que ce soit pas fake, quoi, finalement. Et avec le risque de vibration, que à chaque fois qu'on fait une porte, que ça se fissure. C'est vrai, alors évidemment, quand on est dans de l'ancien, il y a toujours dans l'ancien, je veux dire, les immeubles bougent, il y a toujours ce risque de fissuration, c'est inévitable, mais autant mettre toutes les chances de son côté, une bonne mise en œuvre, même du placo, même un placo qui double un mur, qu'il soit bien monté, qu'il soit bien fait, et en respectant les temps de séchage, tout ça. Et ça, c'est une bataille, c'est une guerre, c'est pas toujours acquis. Les gens veulent aller beaucoup trop vite, c'est toujours pour hier. Et donc, moi, je préfère ne pas travailler dans des conditions plus logiques, rationnelles, plutôt que de faire des choses trop vite, trop rapides. Ça me correspond pas, en fait. Voilà. Ok. Ouais, donc surtout la surface, l'environnement de la pièce aussi, je suppose, si c'est une pièce humide. Oui. Et toi, de toute façon, quand ils viennent te voir, après, je suppose que tu te places aussi beaucoup en conseil. C'est-à-dire que si demain, on vient te voir et on te dit on a la salle de bain à refaire, est-ce que tu peux nous la faire avec un revêtement qui supporte pas l'humidité? Toi, tu vas dire, non, c'est pas possible, quoi. Non, ce serait pas possible. Ouais, Oui, non, alors surtout les salles de bain, ce sont des postes très complexes. Donc, les aspects techniques, la base, la ventilation d'une salle de bain. En 2024, s'il y a une bonne ventilation, il n'y aura aucun problème. Voilà. Après, dans les salles de bain,
quand on est en projection d'eau directe, si on veut un décor à la chaux de type tas de lac ou béton ciré, donc je fais ça aussi, même si c'est moins artistique. Mais enfin, j'arrive toujours à intégrer un élément artistique même dans ces zones-là. Donc la base, tout ce qui est en dessous, je vérifie toujours avec le maçon. Donc comment il va appliquer, ce qu'il va mettre. Même je conseille un système, un process. Voilà, maintenant que j'ai mis au point, qui est sûr et validé, et au moins comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce que les SAV dans les salles de bain, j'en ai tellement fait, c'est une perte de temps. Enfin, je veux dire, autant bien faire dès le départ les choses. Donc que ce soit le plombier, comme le maçon d'ailleurs, parce que le plombier... Donc, tout ça, après moi, faut savoir qu'en peinture déco, nous, c'est 2 ans. Je veux dire, nos assurances couvrent... Ah, c'est 2 ans, c'est pas des garanties décennales ? Non. Ah. Non, parce que nous, on vient appliquer un décor par-dessus. Oui, c'est on vrai. n'est pas enfin, on touche le bâtiment, entre guillemets, mais ce n'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas inhérent au bâtiment. Donc, c'est 2 ans. D'accord. Ah oui. Ok. Alors, souvent, on me demande une garantie de 10 ans, je fais non. Ah oui. Après, normalement, si toute la mise en œuvre est bien faite et que moi-même, j'ai bien fait mon travail, ça durera 10 ans et au-delà. Oui. Je suis retournée sur un chantier que j'avais fait qui était tout en tas de lac, justement, les sols en béton, etc., qu'on a fait il y a 15 ans. Bon, oui, alors c'est Place des Vosges. Oui, il y a des petites fissures. C'est inévitable, Place des Vosges. Mais ça a très, très bien vieilli. Je veux dire, et même, ça a bien vieilli, même si ça s'est patiné, parce que c'est du tas de lac. Mais moi, je suis vraiment très adepte du wabi-sabi. C'est-à-dire... les choses naturelles, simples, voilà, sans fioriture, et qui se patinent avec le temps. L'imperfection, enfin, la perfection dans l'imperfection, je sais pas comment dire, mais... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, on n'est pas sur des choses prémoulées, ça sort pas de l'usine, c'est fait à la main. Les endus sont faits à la main, ça se sent, c'est de l'artisanat, et en même temps, dans le temps, ça se patine. Et c'est ce qui est beau aussi, ça vibre naturellement, comme l'humain. Enfin, je veux dire, comme nous, comme tous les objets que nous avons au fur et à mesure du temps qui se patinent. C'est du même ordre. Super. En tout cas, merci beaucoup, Fanny, pour ton temps, voilà, pour nous avoir présenté aussi ton métier, tes œuvres. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour le deuxième, c'est ce que je te disais. Oui. Je trouve ça impressionnant qu'on puisse faire... un revêtement qui donne l'impression que la surface est en métal. Je trouve ça vraiment impressionnant. L'enduit métallique. Ouais, je trouve ça vraiment sympa. Bon, c'est un sacré process, laborieux, mais c'est très intéressant. Le rendu est vraiment chouette. Ouais. Donc en tout cas, merci. Si jamais on veut te retrouver sur les réseaux. Oui, tout à fait. Sur Instagram, donc matière, etc. Et bon, mon nom, Fanny Chabrian. Après, mon site, je l'ai un peu abandonné. Je ne suis pas la reine de la com, je ne peux pas tout faire, mais bon, on peut me retrouver aussi à mon atelier au 37 bis Cour de l'Industrie, 37 bis rue de Montreuil, c'est la Cour de l'Industrie. Okay. Et c'est un atelier où il y a plein d'ateliers d'artisans. Voilà. Super. Donc ça vaut le coup de la visite. Tu es la bienvenue. Oui, de toute façon, moi, j'ai prévu d'y aller. Donc, oui. Ok, super. Merci en tout cas pour ton temps. Merci encore, à Fanny. toi. Moi, je trouve ton métier, il est impressionnant. Ouais. Donc vraiment, merci. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain épisode.